Ouais gros! Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Saison 2 de Ouais gros et saison 2 qui commence avec des invités et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on a Mathias avec nous. Mathias, c'est un pote de Bat, donc Bat, je vais te laisser l'honneur de nous introduire ce guest, incroyable que tu nous as ramené pour cette première Yes, émission. carrément. Mathias, c'est, une personne que j'ai rencontrée en Thaïlande, il y a de ça à peu près un an, si je me trompe pas. Ouais. On s'est vu pendant un mois, on a passé un mois en Thaïlande ensemble et tout. On a fêté Noël, d'ailleurs, ensemble et on s'est revus, ensuite à Bali et il y a 2 semaines, on s'est recroisés. Je faisais du Muay Thai, il est arrivé, il m'a dit: «Vas-y, viens, je te pète la gueule». On a fait un sparring et je lui ai éclaté. Non, je rigole. Non, il a pas voulu. Il a pas moi, c'est ce qui va se passer si j'accepte de faire du sparring avec toi, c'est non, j'ai pas osé pour l'instant. Non, mais pour, sans plaisanter, il a 6 sas à son actif. Quand je l'ai, rencontré, il en avait, je crois que tu en avais qu'un. Tu avais construit un seul sas? Non, tu vois, moi, il y en avait déjà 2. Non, en vrai, heu non, il y avait déjà 3. Ouais, il y en avait déjà 3 et Tu en là, avais un qui était, qui on est commençait à faire du MRR. et ouais, c'est aussi les sas montent en volume aussi, quoi. Ouais, On exactement. monte Donc il y en le avait sas un et qui le performait bien et les autres, ils étaient plus en développement et là, aujourd'hui, tu en as 6 qui tournent bien, et tu as, une réflexion un peu, anti-système. Aujourd'hui, je sais que tout ton argent, il est en crypto, en stablecoin, il est bien sécurisé parce que tu as pas confiance, aux banques et aux institutions, traditionnelles. Donc on pourra en parler, pendant ce podcast. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous présenter un peu tes SaaS, ce qu'ils font? Je sais qu'ils sont dans l'IA et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Ouais, alors en gros, si tu veux, pour te refaire un peu l'historique, en gros, on a 6 sas, ça paraît beaucoup, mais la plupart des sas, c'est des petits sas, c'est des micro sas. Donc, tu as un peu 2 trends. Tu as, le gros sas où tu vas essayer vraiment de prendre une industrie, une grosse verticale, tu vas engager plein de sales, tu vas vraiment faire un gros truc et tu vas faire une brand méga connue. Et tu as le micro sas où l'idée, c'est plutôt de faire un peu des muses, où ça va être des petits sas qui sont un peu automatiques, qui te ramènent du fric. Donc, on va dire, le minimum, c'est de faire un sas qui ramène profitable. Donc c'est, un sas qui te fait 1K par mois. Et plus ou moins en général en automatique et après à partir de là, tu les scales mais les montants nous au début quand on s'est lancé d'ailleurs à Chiang Mai, en 2019, j'étais à Chiang Mai, je faisais mon premier SaaS donc il s'appelle Taskboard. Maintenant il fait à peu près 1 million par an. Ça c'est un SaaS, c'est une to do list connectée à, c'est un Trello qui est connecté à Google Task. Donc ça, tu veux, ça prend toutes les tâches que tu mets dans Google Calendar et compagnie et ça te les display sur une interface, Kanban, comme Trello et ça permet de les partager, donc ça permet aux petites boîtes qui ont besoin de manager des petites équipes de de pas s'embêter à utiliser des énormes tools comme, Asana ou Jira. Ils veulent un truc très simple, très, straightforward mais qui reste connecté à Google, tu vois, à l'écosystème Google et ça, si tu veux, nous, le but, c'était on se disait, nous, c'était de faire, ouais, 2K par mois, tu vois? Avec ça et c'est d'être en mode chacun peut se payer un SMIC et on est content et en plus de ça, à Chiang Mai, genre, tu vois, tu fais 1K par mois, ça va, tu peux vivre relativement bien. Et au final, ouais, ça fait que de monter et là, on est à peu près à 1 000 par an. Donc ça, je l'ai lancé avec mon frère. On n'était que 2 au début et après on s'est dit: «Bah, on va en lancer d'autres» parce qu'il y a un côté aussi automatique dans ces trucs-là. Il y a aussi un moment donné où tu vois, genre, tu as tendance, je pense que c'est aussi un piège à rajouter plein de features et du coup, au final, ton truc, ça devient une usine à gaz et nous, on s'est dit: «Non, on va essayer vraiment de le garder super simple et de partir plutôt sur d'autres tasks» parce qu'au bout d'un moment, si tu te fais chier, enfin, genre, au bout d'un moment, enfin, tu as un peu tout fait, quoi. Ça marche, ça tourne, donc on est parti sur dans d'autres directions et on a chopé d'autres partenaires, en route et pour faire d'autres micro SaaS. La niche sur laquelle on est, en fait, si tu veux, c'est un peu, tu as peut-être déjà entendu parler des mecs qui font des plugins Shopify. Tu avais tout un game, alors ça, je sais pas, j'entends plus trop parler, donc soit les mecs, ils sont très discrets, soit c'est un petit peu retombé. Mais nous, on est à peu près sur la même narrative, mais sur le Google Workspace Marketplace. Donc en fait et les extensions Chrome. Donc c'est du marketplace, tu es connecté à un écosystème où il y a déjà beaucoup de volume. Tu es sur un écosystème où tu as des gens qui viennent te tu as beaucoup de trafic et donc ça te permet de gérer ta distribution. Parce que nous, on est les devs, on est que des devs. Donc là, maintenant, j'ai un gars qui gère la distrib, mais nous, on est que des Ouais, devs tu à une la base. formation de dev à la base? Ouais. Ouais, mais je vais honnêtement, ça, je pense, faut et surtout aujourd'hui avec ChatGPT, faut pas s'arrêter aux formations. Enfin, s'il y a des gens qui veulent se lancer, j'imagine que votre Audimat, ce podcast, c'est aussi des gens qui sont aussi intéressés de se lancer. Faut vraiment pas se dire qu'il faut avoir une formation en code, c'est bien, c'est cool,
Tu apprends plein de trucs dans les écoles et tout. Moi, j'ai fait une école, au début, une école d'ingé bien, standard. C'est le PFL, en Suisse, à Lausanne. Mais tu apprends pas à coder, en fait. Tu apprends juste, tu apprends des trucs de physique et tout, donc je me suis fait virer parce que j'étais trop nul et du coup, j'ai fait une école de code. J'ai fait l'école de code, beaucoup plus un peu aussi 42. Hem et là, pour le coup, c'était que du code. Ça m'a appris plein de trucs, tu vois? Tu apprends à faire des processeurs et tout, des trucs vraiment, deep, mais ça sert à rien. Quand tu fais du SAS, tu as juste besoin de savoir faire, du JavaScript et c'est tout. Genre, OK, tu es bon en JavaScript, TypeScript et tu peux faire des SAS et aujourd'hui avec ChatGPT, mec, tu besoin de rien, hein. Donc là, alors, pour quelqu'un qui, je prends mon exemple. On en parlait lors du dernier podcast, je me suis dit: «Tiens, à un moment, ça me ferait kiffer de faire un SaaS», mais autant sur la partie commerciale, savoir comment vendre mon SaaS, il y aura pas de souci là-dessus. Mais par contre, la partie, créer le SaaS, est-ce qu'avec tous les outils no code qu'on a aujourd'hui, sans avoir de connaissances, enfin no code plus ChatGPT, tu peux arriver à quelque chose qui est, commercialisable? Ou il faudra quand même un moment qu'un dev mette un peu le nez dedans pour, tu vois, s'assurer que tu as fait les choses bien? Ça dépend ce que tu vises, ouais. Si tu veux faire si tu veux faire un truc un peu si tu un peu sur une niche, je pense tu peux bon, le no-code, moi, je suis un peu sceptique avec le no-code. Je pense que le no-code, faut te dire, no-code, tu fais un MVP avec ton no-code et il faudra tout recoder. Je pense qu'il faut vraiment pas s'accrocher au no-code parce que le problème du no-code, si tu veux, c'est ça rapidement, si tu veux commencer à faire des features un peu custom, c'est une horreur et il faut tout recoder. Donc moi, honnêtement, je prédis un petit peu la mort du no-code, avec l'arrivée des IA. En fait, je pense qu'on va plutôt arriver sur un truc où c'est du, AI code et après, genre, c'est l'IA qui code 90 de ton SaaS et après, si tu veux ajouter des features, tu prends un vrai dev quand il y a vraiment des trucs un peu deep à faire et le mec, il va ajouter des trucs. Mais le no-code, en fait, ça te bloque aussi tellement sur un SaaS où, tu vois, tu as des devs derrière, si tu es en mode: «Ah ouais, comment je fais ça pour, ajouter ces features?» Ils sont en mode: «Ah ouais, désolé, ajoute ta feature request dans notre liste et puis, peut-être on reviendra vers toi et en fait, Ouais, dans les templates. ça dépend de ça, tu vois? Dans le Exactement. no-code, c'est des Donc templates. c'est beaucoup ça. Alors que vraiment l'IA, je sais pas si vous connaissez Bolt, Bolt.new. Mmh, Bolt, c'est une dinguerie, tu vois, tu as pas besoin de coder presque. Là, tu dis ton truc et tu as un micro SaaS, tu vois? Ça te sort quand même un micro SaaS bien propre. Après évidemment, quand tu es dev et cetera, en général, tu as quand même envie de remettre ta touch parce que parfois, Ouais. il y a des petits chemins de dev qui sont pas ouf. Mais par contre, dans l'ensemble, c'est incroyable. C'est d'ailleurs même c'est le meilleur tools AI, sur ce sujet-là. C'est un des J'ai meilleurs, une mais question. il y a tellement de compétition. Ouais, vas-y. Non, vas-y, c'est intéressant. Non, je disais, Exprime-toi. il y a Ici, c'est toi qui parles. toi l'invité, c'est dangereux, c'est très dangereux avec moi ça, c'est très dangereux de me dire ça. Mais vas-y, t'es notre star. C'est à toi de t'exprimer. Vas-y. Ouais, non, je disais, ouais, il y en a beaucoup d'autres. Nous, on utilise Cursor. Cursor, mais qui est plus fait pour les devs. Mais oui, il y a Stackblitz aussi. Non, Stackblitz, non, Stackblitz, c'est Bolt et c'est Replit. Replit aussi qui est très beau aujourd'hui. Mais ouais, je pense que c'est des très bons tools à utiliser si tu as jamais codé et tu as juste envie de un peu voir ce que tu peux faire. C'est très impressionnant et c'est gratuit. Très souvent, il y a un free tier qui est incroyable. Oh, c'est super ça. J'ai une petite question qui me vient parce que tu as pas mal évoqué un sujet qui était la muse SaaS. À partir de quel moment ça en est plus une? C'est une bonne question. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à recruter une grosse team, derrière ça devient plus une muse. Parce qu'en fait, si tu veux ça dépend de ton ambition, mais moi je pense le côté, attirant de la muse, c'est le côté revenu passif. Même si ça reste un peu un mythe, le revenu est jamais vraiment passif. Mais par exemple, pour te donner un exemple, Taskboard, j'ai passé 1 an, il y avait plus d'update pendant 1 an dessus, quoi. OK. Et ça tournait, Et quoi. c'était monté à Là, combien? maintenant on commence bah, si tu veux, c'est monté à là, 1 million quoi et donc moi j'ai arrêté de bosser dessus quand on faisait à peu près 50K de MRR. Donc tu vois, de OK. 50, ouais, même peut-être avant, entre 40 et 50K de MRR, j'ai dû commencer à arrêter de bosser dessus et après, après c'est monté en automatique. Après, tu as une inertie aussi, hein, qui se crée, tant que tu as des channels SEO, tu as du trafic, heu, les gens payent, Et c'est est-ce que tu as les moyens pour qu'on ait le volume le d'utilisateurs? panier moyen, alors Taskboard, putain, je me souviens plus des chiffres. Taskboard, c'est, je crois que c'est on est à quel c'est te dire à quel point le truc je suis plus dessus depuis un moment. Taskboard, je crois que c'est $48, si je dis pas de conneries, par an et ou $5 par mois, un truc comme ça. Donc on Ouais, est sur ça représente un gros, gros volume. Et aujourd'hui, tu as une ambition de faire, une valorisation sur tes SaaS ou, c'est quoi ton objectif un peu dire pour avec les revendre? ouais, Je sais pas, pas trop parce qu'en fait, si tu veux, ça me prend assez peu de temps. Surtout là, on a commencé à recruter parce qu'on commençait à être débordés, parce qu'on avait trop de SaaS et là, on a chopé un dev, qui est, hyper chaud et du coup, je commence à le mettre un peu sur tous mes SaaS pour lui faire les petits trucs de maintenance
Et en fait, parce que c'était vraiment le truc, je commençais vraiment à me dire parce que tu vois, ce qui est chiant là, Taskboard, par exemple, en fait, le software, c'est vivant. C'est un truc, si tu le maintiens pas en vie, ça meurt au bout d'un moment. Il y a tous les tools qui passent leur vie, les frameworks, les packages et tout, qui sont tout le temps à jour. Et même les navigateurs, tu vois, Chrome, tu le vois peut-être pas, mais Chrome, il se met à jour, continuellement, toutes les semaines. Et donc ça fait qu'au bout d'un moment, au bout d'1 an, il y a des API qui marchent plus aussi bien qu'avant et des nouveaux trucs qui sortent et cetera et donc tu es obligé de mettre à jour ton software. Et là, j'étais en mode: «Ouais, Taskboard, remettre le nez dedans», en plus, c'est horrible, tu sais, de te remettre ton nez dans un code qui a 2 ans, 2-3 ans, c'est une horreur, tu vois? Genre, tu te dis: «Mais c'est dégueulasse» et donc du coup, je me suis demandé à un moment donné: «Ouais, est-ce que je le vendrais pas?» mais en fait, du coup, maintenant, le fait d'avoir un bon dev qui reprend le truc, je me dis: «Bah non, pourquoi?» Tu vois? Je préfère une machine à cash, après ça, c'est aussi un truc macro, c'est, faut raisonner en termes, d'inflation, en mode, enfin, c'est quoi la logique? Là, j'ai l'impression que l'inflation, la narrative, elle est un peu moins flippante sur le côté l'inflation au niveau macro, mais il y avait l'idée de se dire, «Attends, si le dollar va à zéro parce qu'il continue d'imprimer, des trilliards de dollars, vaut mieux avoir des machines à cash qui ramènent du dollar frais que de se retrouver avec, plusieurs millions sur un compte bancaire que tu sais pas placer et que même si tu places, tu vois, genre il est plus risqué, tu vois? Donc je préfère avoir des machines Écoute, à cash. c'est cool parce que tu rentres dans la stratégie patrimoniale en lien avec ta stratégie entrepreneuriale, tu vois? Et si on fait un pont entre les 2, tu as pensé ça comme un écosystème, tes SaaS? Ou tu t'es vraiment dit: «En fait, une opportunité, je flex dessus, j'y fonce» et en fait, ils ont pas forcément d'interconnexion, Tu veux dire entre les tous tes SaaS projets? ou Ouais. bah, la connexion qu'ils ont là actuellement, c'est ils sont tous connectés avec Google. Ils sont tous connectés avec l'écosystème Google, mais ça, c'est plutôt une question de distribution. C'est plus qu'une question de stratégie. C'est juste qu'on est nul en distrib, pour être honnête et du coup, on s'est dit, bah, en fait, si tu veux, il y a un peu un secret, de Google qui est que, Google, comme c'est le plus gros, search engine du monde, leur nom de domaine, si tu veux, tout ce qui est google.com, c'est le plus haut niveau d'autorité et en fait, si tu as un backlink de Google qui redirige vers un de tes sites, tu montes, tu passes top ranking. Donc en fait, si tu veux, tu es cité sur les stores de Google parce qu'on a essayé, parce qu'on on s'est dit: «Mais en fait, le game, c'est les stores», tu vois? Donc on a essayé sur les Est-ce stores, on a essayé, QuickBooks, qui est un gros SaaS de accounting américain. On a essayé, Intuit, Inuit ou Intuit? C'est qui eux déjà? C'est les gars de c'est Trello ou non, c'est Atlassian ça? Je sais plus, mais ils sont plus rachetés entre eux, je sais plus. Mais on a essayé un peu ces stores-là et Microsoft surtout, parce que tu te dis Microsoft, ça va être gros et tout. Zéro trafic, zéro SEO, une horreur. Tu vas sur le store de Google, tu prends des 2 000-3 000 vues par jour sur ton truc, juste ouais, franchement, le niveau de compétition est pas très élevé, tu vois? Tu vas sur GPT Workspace Marketplace, tu regardes la gueule des SaaS, tu regardes des fois la gueule au niveau design, tu as des mecs, ils ont fait le truc sur Paint, c'est une horreur, tu vois? Genre, et que c'est ta compétition ça, tu vois? Donc, après, voilà, le truc, c'est que Google, c'est des plusieurs milliards d'utilisateurs, mais leurs produits sont gratos, donc tu as quand même beaucoup d'utilisateurs, qui vont jamais payer 1 € de leur vie parce que, ils sont en Inde et que, tu vois, ils ont pas le budget. oui, Donc, il y a beaucoup de trafic qui est non qualifié, quoi, mais ça reste du trafic. OK, super. Et donc là, tu avais ce premier SaaS. Un truc qui m'a fait marrer tout à l'heure, c'est tu as dit, ramen positive. C'est quoi le truc que tu as utilisé pour parler de faire plus de 1000 mails par Ramen mois sur ton profitable. SaaS? Ramen professionnel, ouais, j'avais jamais entendu. Je trouve ça énorme, ça m'a tué. Et du coup, juste pour reprendre la chronologie, donc ça, c'est 2019, tu montes ça grimpe petit à petit. Est-ce que dans la croissance de ton SaaS, c'était quelque chose qui était assez linéaire ou est-ce qu'à un moment, tu as eu, bah, peut-être le fait de le référencer sur les stores Google où tu as eu un bump ou peut-être un créateur qui, je sais pas, tu as des mecs qui sont dans le no-code ou tu sais, dans les SaaS qui font des vidéos. Est-ce que tu as eu recours à, tu parlais que la distrib, c'était pas forcément le truc sur lequel tu étais le plus, à l'aise. Qu'est-ce qui a fait que On ton a des SaaS prévisions. a grandi? Et enfin, comment il a grandi et qu'est-ce qui a fait selon toi qu'il a grandi? Est-ce que c'est purement le produit qui justifie que, bah, il est tellement bien, il écrase tellement la concurrence que naturellement il va grandir? Ou est-ce que, voilà, il y a un tel qui en a parlé, ça nous a fait un bump, ensuite, un tel qui en a parlé, ça nous a fait, re-rank? C'est quoi un peu C'est un l'histoire de la mix croissance? c'est un mix, mais si tu veux, moi, je pense, ce qui est très important, c'est aussi d'essayer de faire de suivre les vagues. C'est très important d'être sur les vagues. C'est un peu comme du surf, l'entrepreneuriat, si tu es un surfeur moyen, mais que tu as une vague absolument magnifique qui t'arrive dessus, franchement, c'est beaucoup plus facile, alors que si tu vas te mettre au milieu de l'océan, à un spot où il y a très peu de vagues, tu beau être un bon surfeur, tu vas essayer de tout prendre, tu vois? Donc il y a les petites vagues, tu peux les prendre, mais tu vas pas faire de dingueries, tu vois? Donc à un moment donné, il faut aussi, se positionner sur des trucs. Là, en ce moment, c'est l'IA, mais si tu veux, par exemple, pour te prendre l'exemple de Taskboard,
Taskboard, la grosse, dinguerie, mais en fait, c'est mon frère, donc c'est mon frère qui a eu l'idée. C'est mon frère qui a trouvé le produit parce qu'à la base, lui, il savait pas coder. Donc si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, avec mon frère, on faisait des boîtes et lui, il savait pas coder. Moi, j'étais la partie technique et lui, il faisait plutôt la partie vente, machin et donc si tu veux, nous, la première boîte qu'on a fait, c'était de la livraison de bouffe. On essayait de concurrencer Uber Eats, en Suisse. Autant dire, c'était un foirage total, mais en fait, on s'était mis sur la niche de livrer des repas au bureau, le midi. Parce qu'un truc à savoir en Suisse, c'est que les mecs, ils font des 200 K par an, mais ils se font encore leur lunchbox pour aller pour le midi, tu vois? C'est Les mecs se respectent pas, mais bon et du coup, on s'est dit: «Bah, attends, genre, les mecs, ils doivent quand même vouloir se faire livrer de la bouffe, un vrai repas, machin». C'était l'époque de la food tech, il y avait, Nestor à Paris et Nestor, tu sais, ils appartenaient à The Family, je sais pas si vous avez suivi et donc nous, on avait suivi le modèle Nestor, c'est une grosse dinguerie et tout et donc du coup, on a essayé ça. C'était un foirage et du coup, bref, après on a essayé de faire de la livraison avec des drones et tout, bref, ça on est un peu parti en couille. Mais mais c'était bien marrant, mais bon, ça faisait zéro thunes et surtout on cramait toutes nos thunes et là, mon frère, à un moment donné, on était en mode, en fait, on a commencé à faire de plus en plus des boîtes de plus en plus techniques et lui, bah, il s'y retrouvait pas trop parce qu'il savait pas coder et du coup, bah, je lui dis: «Là, là, il faudrait vraiment que tu apprennes un peu à coder» et on s'est dit: «Bah, ça serait bien». Je lui ai dit: La meilleure manière d'apprendre à coder, c'est pas de faire une école ou quoi, c'est d'avoir un projet et d'apprendre que les ressources nécessaires pour faire ton projet» et donc il a eu cette idée de faire une to do list parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il utilisait l'ancienne to do list de Google qui s'appelait, Google Canva et qui était une horreur. C'était un site des années 90, qui avait jamais été mis à jour. Il y avait pas de trafic, pas assez de trafic pour Google. Je pense à un truc, il devait avoir genre 1 million de trafic par mois mais pour eux, c'est ridicule. Du coup, ils l'ont shut down, tu vois? Google Fashion, ils sont en mode, «Ça fait pas assez de trafic, on shut down» et du coup, mon frère était dégoûté et il s'est dit: «Bah, vas-y, je vais faire ça comme premier projet», tu vois? Donc il a fait un truc un peu, une petite 1re version et moi, j'étais en mode: «Bon, vas-y, j'ai rien d'autre à faire, je vais t'aider» et on a fait le truc un peu en mode, plus clean et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Reddit, il y avait plein de mecs qui avaient besoin en fait, qui étaient aussi dégoûtés en mode: Pourquoi Google a shut down? C'est quoi les alternatives?» Il y avait pas d'alternative vraiment et donc du coup, en fait, c'est là où je te dis, il y a une vague. En fait, là et ça nous, c'était, franchement 100 de la chance, hein. Il y avait une vague de gens qui voulaient le produit, qui étaient en mode Google te shut down un truc que tu utilises tous les jours, où est l'alternative? Il y avait un mec qui était une alternative, mais qui était vraiment pourri et du coup, on arrive comme ça, comme des fleurs, avec un SaaS qui est joli, qui correspond au code qui fait moderne, parce qu'on venait de le faire. On suit les codes, machin et en plus de ça, on avait un branding aussi qui était assez similaire à Google, donc il y a pas mal de gens qui ont cru que c'était Google qui allait lancer un nouveau produit et donc là, on arrive sur cette vague et là, ouais, ça, c'était pas mal. Au début, ce qu'on a fait, c'est Reddit à fond parce que encore une fois, il y avait de l'intérêt. Ça va si tu te ramènes sur un subreddit et que tu commences à shield ton projet en mode, «Let's go» machin, ça marche pas trop. Par contre, si les mecs, ils sont déjà en mode: «Est-ce qu'il y a un truc?» et que tu arrives, tu es en mode: «Ah, je suis en train de le faire, mais pour l'instant, c'est un petit projet test, genre, voilà, c'était gratuit et tout», les gens, ils étaient contents. Donc ça, c'était le truc initial et après quand on a eu, après le vrai truc qui a changé, pareil, c'est mon frère aussi qui l'a fait, c'est il a vu: «Ah, il y a Google, ils ont un store, on va se lister dessus pour voir» et là, d'un coup, le spike de trafic, énorme, pour le Moi, coup. j'ai trouvé ta baleine et tu as trouvé tes wave sourcing, en fait. Mmh. Ouais, encore une fois, le momentum de bien s'aligner avec le marché, enfin, de faire un truc quand le marché le veut, ça, c'est killer, quoi. Ouais, time to market Tu et Ouais. l avais, aussi évoqué donc ça, c'était ton SaaS principal. Donc là, aujourd'hui, c'est le SaaS qui, génère le plus de cash parmi tous tes SaaS. Est-ce que les autres SaaS que tu as lancés donc là, tu en as combien au total déjà? Bah, là, du coup, on en a 6. Si tu vas sur, cooltier.com, on en a 6. En gros, si tu veux, il y en a sur les 6, il y en a 2 qui sont, assez gros. C'est Taskboard et GPT Workspace et le reste, c'est des micro SaaS plutôt, tu vois? C'est plutôt des add-ons qui vont, étendre, les outils Google. Heu Mais le 2e plus gros là, qui est en train de dépasser, Dashboard, c'est GPT Workspace. Et là, c'est l'IA. Si tu connais, Copilot sur dans Microsoft, tu sais, ils ont lancé Copilot. Il y a Gemini aussi maintenant sur Google, qui est la petite sidebar, où tu as l'IA directement. En gros, on est en compétition avec eux. En gros, on fait la même chose. C'est une sidebar qui est connectée directement avec tes produits Google et qui interagit avec tes documents et tout. tu sais combien il faut de faire derrière? Pardon, il y a 2 questions. Ouais. D'abord, Vas-y, Baptiste. Baptiste? Tu sais combien ils font, du coup, tes concurrents de MRR? Ouais, je pense beaucoup plus que nous. Genre
Ça dépend, mais en fait, si tu regardes juste leur trafic en gros, si une petite stratégie pour un peu estimer le MR des gens, tu vas sur SimilarWeb, tu regardes le volume de trafic. Ensuite, tu vas sur leur pricing page, tu prends le panier moyen, donc déjà, tu évalues un peu le panier moyen, donc tu regardes leur plan au milieu, le plan qui essaie de te push. Ensuite, tu estimes à 2 de conversion. Donc tu fais 2 fois leur panier moyen, fois leur, trafic. En général, nous, après à peu près tous nos SaaS, c'est à peu près, c'est une bonne manière plus ou moins de savoir combien on fait. C'est pas, voilà, des fois tu sais jamais, s'ils perdent des contrats entreprises, mais ça, c'est une bonne manière un petit peu d'évaluer. Mais ils font beaucoup plus que nous parce qu'ils ont des trafics, je sais plus, on avait mis sur le groupe, hier, c'est énorme. Je pense qu'ils ont genre, 10 à 20 fois plus de trafic que nous, donc on a OK. beaucoup de marge. Ouais. Hem et et du coup, en fait, la question que j'ai, c'est, tu sais, la règle de The One Thing. Je sais pas si tu as lu le livre, Se concentrer sur une seule chose. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu te concentrais sur un seul ou sur 2 de tes 6 sas, est-ce que tu aurais pas plus de résultats sur ces 2, tu vois, tu prends le 20-80, les 2 Le qui leverage, quoi. ouais et tu, Ouais. tabasses? En fait, là, si tu veux, c'est le problème, c'est quand tu as ça, c'est tu raison, hein, genre rationnellement, tu raison, mais émotionnellement, c'est tellement plus gaulerie de bosser sur plein de projets que c'est Voilà. hyper dur. Mais oui, c'est le fameux truc de Apple, de Steve Jobs et tout en mode, c'est la qualité de truc, c'est à combien de trucs tu as dit non, tu vois? C'est le fameux truc de Steve Jobs qui allait voir, Johnny Ive, qui était le designer, en chef de Apple et chaque semaine, il disait, «Dis-moi la liste des trucs où tu as dit non». Tu vois? La liste des bonnes idées où tu as dit non, tu vois? Et ça, en fait, c'est génial parce que c'est tu vois qu'en fait, du coup, ça crée une KPI sur le fait de dire non à des trucs vraiment des bonnes idées, tu vois? Des bons trucs, tu dois dire non, tu vois? Pour montrer le focus et ça te force, je le fais pas du tout, c'est une horreur. Là, pour te dire, genre, on a un des partenaires, parce que du coup, on est 4, donc on a des partenaires différents en fonction des produits et heu et du coup, il y a un de nos partenaires, qui était en mode, lui, c'est à la base, il vient de la crypto et lui, il nous a fait l'arc typique de, quand il était en bull run, quand la crypto en bull run, il était en mode full crypto. Ensuite, la boule la il y en a eu un gros bear market. Il est venu en mode IA, enfin, les après, c'était l'IA, donc il y a ChatGPT qui était en mode FOMO et il est venu avec nous, donc il a fait, GPT Workspace avec nous et là, maintenant qu'il y a la crypto qui repart, il est en mode: «Vas-y, il faut faire absolument un projet crypto». Donc là, voilà, attends, on a un projet crypto. Donc Lui, c'est le surfeur originel, lui. Lui, il ouais. déloue la vague de loin et il y a qu'une vague à surfer au moment. Ouais, bah, en fait, là où il est très fort c'est qu'il est tout le temps dans les bons coups, quoi. Il est tout le temps au bon endroit, au bon moment, il est toujours bien positionné. Donc ouais, non, nous, le focus, c'est non, ça, j'avoue, Après, c'est 2 trucs qui s'opposent parce que effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, le fait de lancer le bon projet, même un projet moyen, mais au moment parfait, il va avoir de l'attraction et il va décoller. Donc c'est une bonne chose en soi parce que tu peux récupérer, du cash quand l'attention du marché est sur ce truc-là. L'autre inconvénient de ça, c'est d'être un petit peu trop en mode objet brillant et c'est de jamais aller jusqu'au bout d'un projet parce que du coup, bah, voilà, tu es dans l'effervescence. À chaque fois, en fait, tu es sur des différentes vagues à surfer, mais ouais, tu passes peut-être le à risque avec côté ça, je de pense, c'est les mecs qui lancent un SaaS et le SaaS, il fait jamais d'argent. Je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'atteindre un peu une masse critique où le SaaS, il fait de l'argent de manière un peu quand même automatique et il est en croissance. C'est-à-dire qu'on a quand même tous nos SaaS qui sont en croissance. Là, en janvier, on a fait des all-time highs sur tous les SaaS. Donc ça, on traque quand même et je pense que si on se rend compte qu'il y a des SaaS qui commencent à perdre à perdre en vitesse, ouais, c'est ça, on va comme se remettre dessus ou on va mettre un dev dessus, on va comme essayer de corriger le tir, tu vois? Après, est-ce qu'on pourrait monter encore plus cette croissance? 100. Maintenant, après, le game, c'est moi, je pense à un certain niveau, au début, il faut vraiment essayer de faire quand même son 1er, 100 K par an, avec et vraiment rester en focus. Je pense qu'à moins de faire 100 K par an, je pense que c'est une connerie en effet, de se barrer sur d'autres projets. Maintenant, après, il faut à un moment donné, quand tu es entrepreneur, un jour, tu dois décider, si tu veux le bonheur ou la gloire et si tu veux la gloire, c'est vraiment en mode, tu veux que ton nom soit, associé à une brand énorme, tu es le mec qui a fait Stripe, tu es le mec, tu es Travis qui a fait Uber, tu vois? Ça, c'est la gloire et ça, en effet, là, tu peux pas faire ça sans focus. Là, faut que tu aies une boîte et c'est ta life et cette boîte, tu l'amènes au Valhalla mais sinon, tu as aussi l'autre truc, c'est de choisir un peu le bonheur qui est plutôt le truc de dire: «Voilà, on va à Bali, on va chiller, on va faire on va surfer un peu toutes les vagues qui sont trendy, on va être un peu, tu vois, c'est cool kid, mais ouais et moi, je pense que j'ai choisi le bonheur, ouais. Genre, je pense que j'aurai jamais mon nom qui sera associé en mode: «Ah ça, c'est le mec qui a fait tel sas», tu vois? Mais je m'amuse. Donc toi, aujourd'hui, tu associes un peu le bonheur au fait de te plonger sur plein de projets qui te font kiffer, d'y aller sur un coup de Ouais. tête
et de dire: «Vas-y, bon, je m'en fous des conséquences». Le multi-truc, il a buggé. Il veut dire que tu as C'est vrai. associé le bonheur, «au multi-projet» entre guillemets. Ouais, c'est le bonheur, c'est aussi enfin, moi, je pense le niveau de sacrifice qu'il faut pour faire, par exemple, ce que Ouais. les des boîtes à la Elon Musk, enfin, c'est la pain, tu vois? Tu vois, la pain, de pour faire Tesla, genre, le niveau de gloire, qu'il a, il le mérite, quoi. Genre, le mec, il dormait sur le sol, dans ses suicides et tout. Genre, moi, je suis pas trop chaud, tu vois? Moi, j'aime bien, dormir la nuit, tu vois? Donc, c'est ça où je dis, c'est nous, on fait la partie kiffante un peu et j'avoue que quand tu as la partie un peu pain dans les boîtes parce que moi, je pense, tu vois, genre, je sais pas, je pense que tu as ce board aussi, tu as aussi des SaaS un peu de niche. Oui, tu peux les gratter, mais aussi tu as des SaaS, je pense, qui sont capés par nature parce que, ouais, je pense que le marché quand même des fois il reste un peu limité et ouais, je pense qu'il y a des SaaS, par exemple GP Workspace, on pourrait aller, se taper des call calls à toutes les boîtes, et essayer de leur convaincre, on a un peu essayé de faire ça, mais c'est méga painful en fait. Il y a personne dans la team qui après il faut trouver je pense quelqu'un, qui aime faire ça, ou pour lui c'est genre c'est sa life et là oui, tu peux trouver un deal, là je pense que tu peux mais moi je sais que pour moi c'est de la paye ça. Ça, OK. et ouais, je suis pas chaud de Et faire de c'est pas cette forcément pour enfin, ça. ça pourrait te permettre d'avoir un peu de traction en plus, mais c'est pas nécessaire par rapport à la traction que tu as, on va dire, de manière, presque organique qui, te Ouais. permet d'avoir déjà, d'être en mode, comme tu dis, kiffe le reste de l'année et un truc qui serait intéressant aussi, j'ai 2 questions pour toi. Chaque, business model, en fait, et surtout aujourd'hui, tu as parlé d'IA, tout ça, ont tous des barrières à l'entrée différentes et on va dire que le SaaS, moi, je le rattacherais quand même à ce côté où ça peut être associé un peu à un business en ligne, vu que tu peux le faire, depuis chez toi, que tu as pas de coût d'infrastructure, tu as pas de grosses barrières à l'entrée. Est-ce que là, c'est quoi, tu dirais, la plus grosse barrière à l'entrée sur un business model type SaaS? La distribution. En vrai, enfin, moi je pense la partie code là aujourd'hui, et c'est clair, genre tu tellement de tools et tout que bon, je pense qu'il y a une petite partie technique pour être tout à fait honnête. Ça c'est le truc, c'est un peu genre, c'est un peu ma spé donc c'est vrai que j'ai tendance un peu à sous-estimer ça. Oui, il y a une petite partie technique. Maintenant, je pense que surtout si tu tapes sur du business, du micro SaaS, donc tu essaies pas de faire une espèce d'énorme usine à gaz, mais tu essaies de faire juste un truc qui fait une seule feature, mais qui la fait super bien, mais vraiment un seul truc, vraiment une primitive, mais qui déchire. Je pense que tu peux utiliser un peu tous les tools, AI aujourd'hui, pour faire ça. Donc, le parti technique, je pense, c'est beaucoup moins dur qu'avant. Maintenant, je dirais, c'est la distribution, hein. Le truc que tous les mecs, l'erreur que tous les mecs font et nous-mêmes, on est tombé là-dedans, c'est tu commences à build, tu as une idée, tu builds ton SaaS, tu passes, plusieurs mois à build un truc, parfait et après quand il s'agit de la distribuer, tu le mets sur 3 forums, il y a zéro traction et tu es en mode: «Ah» et puis à nouveau, tu as une nouvelle idée et du coup, tu pars sur l'autre truc et du coup, tu fais jamais d'argent parce que, tu arrives jamais à distribuer. Et ça, c'est Et là où ta c'est team de super départ, ça serait quoi? La team de départ, si tu dis: «OK, bah, oui, là, je suis Jean-Michel, entrepreneur, j'ai envie de me lancer sur le SaaS». C'est quoi un petit peu donc faut un peu partie technique, je peux m'aider de l'IA, mais à un moment, c'est vrai que si j'ai un dev dans la team qui m'aide à enfin, on va dire un CTO aussi, le mec qui ça me fait rire, les mecs qui sont 2. Ouais, moi, je suis le CTO de la boîte, moi, je suis le CEO. Tu juste 2 mecs qui essaient de faire un truc. Donc un mec plus technique et un mec sur la distrib. Est-ce que ce duo-là, il est suffisant ou est-ce qu'il faudrait peut-être une troisième personne ou Moi, je pense que c'est bien, en vrai, moi, je pense que c'est assez bien d'être plusieurs. Il y a des solopreneurs qui se sont lancés, il y en a pas mal en vrai des managers, sur Twitter et tout qui se lancent, sont tout seuls. Je pense que c'est bien d'être plusieurs parce que des fois tu perds l'énergie donc c'est clair, c'est bien d'être plusieurs. Hem, je pense que deux c'est bien. Déjà trouver un bon, partenaire, c'est déjà assez dur. Un mec qui est quand même bien aligné. Après encore une fois, genre, je sais pas si je ferais vraiment une grosse différence, un gars tech, un gars distrib, en vrai, c'est un peu le duo qui finit pas enfin, organiquement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes qui se structurent comme ça, donc ça me paraît bien. Maintenant, je pense que tu peux aussi avoir 2 mecs qui sont un peu techniques. C'est un peu le cas avec mon frère, tu vois? Et qui font aussi un peu de la distrib. Mmh, je pense le vrai truc avec ça, ouais, le vrai être tout seul, c'est plus dur. Être 2 c'est pas mal. Être 3 c'est mieux, en gestion de conflit parce que moi, le truc qui est bien là, c'est que sur GPT Workspace, on est 3, et c'est pas parce qu'avec mon frère, tu vois, faire des business entre frangins, c'est cool. Mais des fois, tu vois, quand il y a des tensions ou quand on n'est pas d'accord, il y a personne qui va lâcher, tu vois? Parce que c'est le truc, c'est quand c'est ton pote, tu es en mode: «Ah, c'est pas la famille», tu vois? C'est ton pote, donc tu vois, tu restes un peu respectueux. Quand c'est ton frère, il y a tous les coups sont permis, tu vois? Ça veut dire enfin, je veux dire, c'est pas du c'est C'est qui vraiment, le plus petit? c'est C'est qui le plus tu petit? vois, c'est Ça la les plus jeunes ou plus petits? Ouais, c'est ça qui est c'est moi, donc c'est moi qui perds tout le temps. OK, je Il comprends mieux. Mais si tu veux
Mais ouais, l'insidieux, c'est quand, ouais, quand ça bloque et du coup, là, c'est pas mal. Être 3 dans les teams, des fois, c'est cool pour ça. C'est cool parce que ça permet aussi de ouais, si un peu, s'il y a pas un rapport d'autorité naturel, ça permet d'une troisième personne de débloquer. Ouais, Donc de c'est pas pas mal. arbitrer, Mais de si ta question, c'est juste au niveau technique, je pense que, ouais, avoir un gars un peu technique, ça aide. Heu, Maintenant, encore une fois, je pense, ouais, faut pas être bloquant. La vraie question, c'est est-ce qu'il y en a un qui est vraiment chaud pour passer beaucoup de temps à distribuer? Parce que ça, c'est vraiment le truc qui est sous-estimé de ouf, c'est la distribution, quoi. Mais j'ai une question et là-dessus. Ah, excuse-moi, vas-y, vas-y, Olivier. vas-y, vas-y. Ah, on est trop J'ai trop oublié ma question, gentlemen. j'ai oublié ma question du coup, vas-y, tu peux y aller. OK. Alors, tu vois, le truc, c'est que si on identifie bien les sas, ils grossissent souvent sur le dos d'une baleine parce que sinon, c'est un modèle qui, quand il doit grossir, on va dire de manière un peu plus, mécanique, est très burn cash. Typiquement, tu évoques le cold call, tu peux évoquer d'autres types de plateformes, de l'Ads et cetera. Peu importe le moyen de distribution, la majorité du temps, il est burn cash full, c'est pour ça que les gens doivent lever, sinon ils iraient pas. Ouais. Si tu devais aujourd'hui créer un modèle SaaS où tu te dis: «Je veux squeeze le pré-seed et le seed et arriver en série A». Donc je te parle d'un vrai SaaS, genre que tu as pour ambition de Vertical. dominer, tu vois? Je fais vraiment une vraie verticale où tu te dis: «Je veux être dominant» et tu veux squeezer cette étape-là pour arriver en série A, faire tout de suite un exit pour sécuriser le cash flow et donc que tu dois avoir une traction organique qui t'amène jusque-là. Tu aurais quoi comme type de baleine que tu arrives à identifier? Toi, dans ton cas, tu as ton Google, tu vois? Il y a d'autres baleines potentielles et qu'est-ce que tu ferais? Imaginons, C'est une allez, bonne question. on peut prendre un exemple de ça concrètement si tu as besoin, tu vois? Mais si on prend un truc que tout le monde connaît, c'est plus simple, mais si demain tu étais relais list, tu ferais quoi? Hem C'est une bonne question, ce que je vois pas mal, ce que je vois pas mal là, c'est un peu la trend, influenceur, c'est si tu veux vraiment partir organique, tu peux faire le côté, c'est donc même pas payer des influenceurs, mais faire un truc qui est fait pour TikTok. C'est-à-dire que essayer de se mettre sur des, regarder un peu les trends TikTok et compagnie et d'essayer de faire un SaaS qui n'est que pour ça. Donc là, j'ai vu un gars, par exemple, récemment, qui est méga smart. Il a fait une app mobile où en gros, c'est pour arrêter de vaper. Donc c'est vraiment c'est l'app, si tu veux l'app mobile, c'est les fameux, trucs, c'est bon, c'est très facile à faire comme app, hein. Tu as des petits timers ou des petits machins où ça te dit le nombre de jours, où chaque jour, ça t'envoie une notification et tu dis: «J'ai pas fumé aujourd'hui». Ça te met des petits rewards, des petits machins. Donc ça, c'est très facile à build et son app, si tu veux, elle a pas beaucoup d'intérêt, mis à part que tu as une subscription et que tu dois payer, tous les mois pour un peu te forcer à arrêter de fumer et le truc, c'est si tu veux, la Gen Z, les Gen Z, ils fument tous des vapes. Tu vois? On voit bête et donc du coup, Il est avec ça et donc non, mais tu vois, si tu veux et là sur TikTok, ça parle beaucoup, vous êtes en plein et du coup, lui, il a fait un truc, c'est qu'il a fait des TikTok viraux, où c'est en mode, comment arrêter de vaper, tu vois? Et là, tu peux être sûr que, tu es en plein dans le truc et donc ces tweets sont TikTok sont partis viraux et du coup, il a du free traffic et ça, c'est un bon trafic initial. Après, par contre, là, tu vois, encore une fois, on est plutôt sur du petit SaaS de niche parce qu'au final, c'est pas un truc qui va faire une licorne, tu vois? Ça peut faire facilement 1 million par an. Après, est-ce que tu fais 100 M avec une boîte comme ça m'étonnerait un peu, tu vois? Au niveau du modèle de monétisation, parce que là, du coup, on parle de subscription. À l'ancienne, tu prenais les apps, que tu avais sur iPhone au tout début quand tu avais les trends où tout le monde lançait son app, sur l'iPhone, tu avais que des modèles freemium ou, des modèles avec des pubs dans tous les sens. Aujourd'hui, est-ce que faire un SaaS, c'est forcément un modèle de souscription pour avoir du MRR? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle trend, que tu sens venir par rapport au modèle de monétisation du SaaS? Ouais, on est en train de voir ça. Nous, on est en train de surtout sur nos plus petits SaaS, on est en train de par exemple, pour les gros avec l'IA, on peut pas, faire du lifetime. Mais là, sur les plus petits, on commence à tester du lifetime. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a suffisamment de data maintenant pour connaître le LTV, donc le lifetime value, sur nos SaaS, parce que ça fait plusieurs années qu'ils tournent. Et donc, si tu veux, tu vas savoir le truc, en fait, avec le paiement récurrent, c'est que tu as tendance à oublier qu'il y a du churn et tu as tendance à oublier que les mecs, ils vont te payer. En fait, les SaaS ont aussi une durée de vie de enfin, s'il y a un mec qui te paye pendant 3 ans, c'est bien, tu vois? C'est vraiment bien. Genre, en général, les mecs te payent 1 année. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des offres, c'est sur l'année parce que tu veux loquer les mecs, en moyenne, te payent 3 mois, tu vois? Donc si tu arrives à les loquer sur l'année, déjà, c'est bien et en plus de ça, tu te dis, il y a des gens, ça les emmerde vraiment l'idée de payer recurring. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, c'est on fait des lifetime, donc c'est des SaaS où on a des marges de 99 tu vois? Donc nous, on sait que ça va rien nous coûter, et on sait surtout que statistiquement, les gens, ils vont utiliser le tool, à fond peut-être la première année et après ils vont passer à un autre tool. Donc nous, si on les lock en lifetime, donc ça, c'est le truc qu'on est en train d'implémenter parce que justement, en fait, ouais, tu mets juste le prix au-dessus de la LTV
Donc si tu as une LTV moyenne de genre, 100 $, bah, tu vas vendre un lifetime pour 120 $ et puis tu es rentable. Ouais, donc Donc l'idée, ça, tu c'est vas un peu utiliser la des et tu vas avoir du AppSumo et des trucs comme ça sur lesquels tu pushes ta lifetime deal. Ouais, tu peux aussi faire ça. AppSumo, j'ai l'impression que maintenant c'est Autre. devenu un peu, ouais. AppSumo, j'ai pas eu une méga bonne expérience avec eux, mais ouais, tu peux. Après, nous aussi, là, on a déjà un peu du trafic organique, mais c'est plutôt ça, je pensais, c'est plutôt pour essayer d'adresser la subscription fatigue qu'on voit dans pas mal de parce que tout est maintenant, tout est un abonnement, tout est tout ce que tu achètes, c'est sous forme d'abonnement. Et il y a des gens, ça vraiment, ça les saoule d'avoir des trucs qui tirent des donc il y a des gens, l'idée de payer une fois et d'avoir un peu et d'avoir le truc à vie, ils aiment bien. Et en fait, tu te rends compte ici, il y a un truc assez intéressant, c'est que tu as beaucoup et ça, c'est un peu, je crois qu'il y en a parmi vous qui bossaient, je sais pour Baptiste, mais qui bossent aussi dans le business des formations. Et en fait, tu vois, dans les formations, c'est comme quand tu vends des livres. La quantité de livres que tu achètes et que tu as jamais lu, mais juste tu l'as acheté parce qu'on t'a dit que c'était un bon livre, ou tu te dis: «Ah ouais, ça, ce genre de livre et tout, ça va me changer en méga entrepreneur, machin», mais tu le lis jamais. Mais tu as payé forward, tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est quand c'est une subscription, maintenant, si le livre, je te le vendais en mode 1 € par mois, c'est probable que tu me payes le premier mois et après, au bout de 3 mois, tu vois que ça te tire 1 € et tu dis: «Ah mais c'est pas grave, je le pèterai plus tard» et tu cut. Versus si tu as payé le livre 20 balles, tu vas le payer upfront, mais tu vas jamais le lire, mais tu auras payé upfront les 20 balles, tu vois? Et donc, en subscription comme ça, c'est pas mal de vendre du lifetime parce que les gens se disent: «Ah ça pour mon business, ça sera bien». Ils font jamais le business, mais ils t'ont payé, tes 120 balles de lifetime et tu es content, quoi. OK. Et tu laisses l'opportunité de choisir s'ils préfèrent être sur le lifetime, sur le monthly. Ah Oui, yearly. OK, mais tu as que 2 choix du coup? Ah, tu laisses le yearly aussi, ça veut dire que tu Ouais, peux, ouais, payer du yearly, payer du monthly ou payer, acheter la licence en gros? ouais, ouais. OK. Ça, je te dis, on est en train de le lancer, donc on n'a pas encore un énorme, recul là-dessus. Mais, c'est clairement une trend qu'on voit et et nous, si tu veux, au niveau des maths, c'est rentable de ouf. Donc du coup, OK. ouais. Ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant. Il nous reste à peu près un quart d'heure et donc là, je pense qu'on a bien digué le truc du SaaS. J'ai encore des questions, mais je pense que Massy aussi, mais on pourrait en parler. Je pense qu'on pourrait faire 2 heures et ça va être, ça risque d'être un peu technique. Il y a un deuxième aspect, que, Bat nous a introduit sur toi, qui est ton aspect un peu anti-système et je pense que ça serait super intéressant de parler de ta vision. Donc là, tu es, quel âge, Mathias? 29. 30 à 29, 9 mois. donc ouais, tu approches de la trentaine. Tu t'es exporté, en Asie. Exporté. Je te parle de toi comme si tu étais un container sur un C'est bateau. un produit! Non, tu t'es expatrié, pardon, en Asie. Tu as, monté, des SaaS, ça marche pour toi, tu fais du cash. Est-ce que tu peux nous parler de ta réflexion par rapport peut-être au système ou la vision que tu as macro, tu vois, des différents systèmes et différentes choses et comment tu navigues dans tout ça? C'est quoi le Mathias à contre-courant, tu vois? Le Mathias à contre-courant. Bah, si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on était à contre-courant jusqu'à ce que Trump soit élu. Maintenant, j'ai l'impression que la narrative est le vent est en train de tourner et là, j'ai un peu moins peur pour l'avenir. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que nous, ça fait, mon frère est beaucoup comme ça et en vrai, je suis comme ça, genre, en grande partie grâce à mon frère parce que lui, c'est un énorme, libertarien et du coup, moi aussi et si tu veux, on commence à sentir quand même tu connais l'analogie de la grenouille, comment tuer une grenouille, comment ébouillanter une grenouille sans qu'elle saute de l'eau. Si tu la mets dans l'eau et tu montes un petit peu la température, très doucement et elle se rend pas compte et au bout d'un moment, elle meurt ébouillantée alors qu'elle aurait pu sortir, tu vois? Moi, je pense à une traîne qu'on voyait, arriver, en Europe, qui est toujours là en Europe, hein, mais surtout qui est arrivée aux US, et en Europe et de plus en plus et tu sentais que chaque année, ils allaient inventer des nouvelles lois, des nouveaux trucs, des nouveaux contrôles et cetera. Fallait signer des documents, des machins et c'était de pire en pire et nous, honnêtement, on est en mode, enfin, genre, bon, déjà, bon, nous, on est suisse aussi, hein, donc nous, toutes les boîtes étaient en Suisse. On n'a jamais eu de boîte en France. On n'a jamais été résident fiscal en France. Mais même là, genre, en voyant la douille que c'est, on était en mode, on n'a même pas envie de mettre un doigt là-dedans et donc très tôt, on s'est dit: «Mais nous, on fait des business sur internet, on peut s'expatrier partout. Pourquoi on irait payer des impôts en France ou pourquoi on irait payer des impôts en Suisse, si on peut être résident?» Donc déjà, il y avait ce truc-là de se dire: «Bah, déjà, on peut optimiser, sur notre résidence» et après, ce qui se passe aussi, c'est ouais, c'est un truc un peu hooligan de dire: Je vais pas payer des impôts, et faire toutes des déclarations, machin». Parce que ouais, c'est ça aussi, c'est le truc, on a une première expérience, en Suisse. On a voulu en fait, si tu veux, c'est à l'origine, on voulait faire le bien, tu vois? À l'origine, on voulait être carré et tout, c'est comme tout le monde, tu vois? On était en Suisse et nous, donc on faisait de la livraison un peu à la Uber, tu vois?
Et donc du coup, bah, nous, on pouvait pas, engager à temps plein nos livreurs. Donc on le même modèle que Uber, c'est les gars sont payés à la course, tu vois? Et en fait, on s'est tapé alors qu'on était minuscule, hein, vraiment, on faisait, 50 livraisons par jour, hein. C'était vraiment on était minuscule en Suisse et on s'est tapé, on a commencé à se taper des journalistes et tout qui étaient en train d'essayer de nous faire passer pour les grands méchants et tout et d'être en mode: «Ouais, il va falloir que» et on s'est tapé les administrations qui commençaient à nous envoyer des documents en mode: «Ouais, ouais, il va falloir que vous engagez les gens». Attends, ouais, attends, on n'est pas rentable. Sur chaque livraison, on perd genre, 3 ou 4 francs suisses, par livraison et vous êtes en train de nous dire qu'on va engager les gens. C'est laissez-nous déjà être une boîte et après on verra, tu vois? Et ils disent: «Non, mais non, 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 vous êtes des méchants entrepreneurs». Donc c'est ça déjà, ça nous a saoulés. Après, on a vu la quantité administrative de trucs à faire alors que la boîte est encore une fois, c'était un concept. Donc ça nous a déjà bien saoulés et après quand on s'est dit: «Vas-y, on fait du full SaaS», on s'est dit: «Mais attends, pourquoi est-ce qu'on passerait par un système?» Et de plus en plus aussi, on a vu le système bancaire où il demande à chaque fois, tu sais, il te bloque ton compte, tu dois prouver des preuves et tout et ça nous a beaucoup saoulés et je pense qu'il y a un truc on est tombé amoureux de Bitcoin et du concept, décentralisé, la finance décentralisée et de tout le et du coup, on s'est dit, beh, un peu idée folle, mais on s'est dit: «Vas-y, pourquoi on n'essaierait pas de faire tout en crypto, quoi?» Et donc en fait, c'est un peu le game, si tu veux. Je pense que mon frère le fait un peu par hooliganisme et moi, je le fais plus pour le côté un peu, technique, où j'aime bien déjà, il y a le côté libertarien de tu possèdes tes thunes et aucune banque ne peut te freeze tes thunes. Et il y a aussi le côté technique de dire: «Est-ce que c'est possible d'avoir une boîte dont la comptabilité est 100 en crypto?» Tu vois? Donc on a quand même des comptes bancaires parce que tu es obligé, tu vois, on est quand même payé en fiat, mais on a tous un setup derrière où, on gère tout en crypto et on paye tous nos employés en crypto, ce qui s'avère être génial parce que, par exemple, là, si tu veux, on a une grosse partie de la team qui est, tous les devs sont russes et les Russes, ils sont sous sanction. Donc les Russes, ils sont en discount de 30 par rapport au reste du marché, alors que c'est des gros travailleurs et tout, c'est des génies, mais ils sont en discount parce que, toute l'infrastructure bancaire est sous sanction et du coup, tu peux pas les payer en SEPA, tu vois? Donc la moitié des boîtes, ils ont dit: «Bon, bah, on peut pas vous payer normal, on s'en fout, tu vois? Genre démerdez-vous». Donc les mecs, ils sont tous au chômage et donc tu as plein de mecs qui sont en discount, de 30 juste parce qu'aucune boîte veut les engager, tu vois? Et nous, bah, du coup, on les paye en crypto et ça, si tu veux, ouais, les sanctions en Russie, déjà, ça a bien montré je pense que le premier truc, moi, qui m'a un peu choqué, c'est je suis allé en Argentine et j'ai vu que tu pouvais payer, genre les gens qui faisaient la queue depuis, 6 heures du mat pour pouvoir retirer des dollars. Parce que l'Argentine, avec l'inflation, c'était une horreur. Il fallait absolument se ramener avec des dollars, américains en papier pour avoir des pesos. Et moi, j'ai trouvé un gars qui je lui donnais des USDC et de la crypto et il me donnait des pesos. Donc j'étais déjà en mode: «Waouh, la crypto déjà ça permet ça permet de contourner ce genre de système». Et ensuite on a vu avec la guerre en Ukraine et donc le fait d'être sous sanction que les États pouvaient comme te shut down, ce genre d'infrastructure. Et là maintenant, de plus en plus de plus en plus tu le vois partout, où ils essaient de shut down de plus en plus. Cela dit maintenant, enfin j'étais vraiment un peu genre, «conspirationniste» entre guillemets. Avec mon frère, on était un peu des fous, avec la crypto à dire: «Ouais, genre nous on veut être full contrôle de nos thunes, on veut qu'aucun État puisse seize nos assets et cetera». Hem Et maintenant avec Trump et tout, je suis en mode: «Bon, en fait, ça a l'air d'aller maintenant». Enfin, genre, ils ont l'air de corriger le tir, il s'avère que la raison pour laquelle ils étaient aussi chiants, c'est parce qu'il y avait une corruption, je sais pas si vous avez suivi Doge aux US, mais là, c'est une absolue dinguerie, ce qui est en train de se passer. Bon, en gros, maintenant, c'est bon quoi, le rideau est tombé. On voit pourquoi ils voulaient monter les impôts. Ils disaient qu'à chaque fois, c'était parce que, c'était pour faire le bien, mais la réalité, c'est que c'est une corruption organisée de bâtards, que c'est les mecs, ils siphonnaient tout l'argent du contribuable et qui, chaque année, ils étaient de plus en plus gourmands, ils essaient de prendre de monter les impôts. C'est un truc qu'on sentait, tu vois? On le sentait tous et nous, on s'est dit: «On veut même pas jouer à ce jeu-là», tu vois? Nous, on est en mode: «C'est quoi? Démerdez-vous avec vos impôts, machin, nous, on fait de la crypto, on s'en fout». Maintenant qu'ils sont en train de mettre un gros coup de balai et tout, je suis plus optimiste. Je pense que déjà, il y a un truc qui est tombé là, c'est la SEC. On n'a plus Gary Gensler à la SEC. Donc ça veut dire qu'il y a plus parce qu'il y avait vraiment des trucs il y a 2 trucs qui sont énormes qui sont arrivés. C'est Mark Andreessen, qui a dit qu'il y avait littéralement une débancarisation des fondeurs, aux US où littéralement si tu faisais des trucs liés à la crypto qui t'aimait pas ou que tu étais pas de gauche comme eux, ils te débancarisaient. Donc ça, c'est des trucs qu'on savait parce que moi, genre sur Twitter et tout, on voyait des gars, des fondeurs et tout qui étaient en mode: «What the fuck, je me suis fait bloquer mon compte, ils m'expliquent pas» et cetera. Nous, on était en mode: «Ah, on veut pas ça» parce que quand tu commences à avoir quand tu as 10 000 balles sur ton compte, ça va, mais tu commences à savoir des centaines de milliers de dollars qui peuvent être freeze. Moi, j'ai des potes en crypto qui ont fait des centaines de milliers de dollars. Ils ont mis genre 6 ou 7 mois à se faire débloquer et ils ont dû passer par des avocats pour se faire débloquer leurs thunes. Moi, je veux qu'aucune banque ne doit avoir ce niveau de contrôle-là sur mes thunes. C'est pas leurs thunes, c'est mes thunes, tu vois? Mmh. Et s'ils ont des suspicions que c'est illégal et cetera, c'est à eux de payer une enquête et se démerder pour prouver, tu vois? Mais c'est pas, tu es coupable avant de prouver tes innocence, c'est l'inverse, tu vois?
Ouais. Et, donc, mais maintenant, si tu veux, maintenant surtout que les US vont réduire leurs dépenses, ils auront moins d'initiatives à monter les impôts. J'imagine même qu'ils vont descendre les impôts. Je pense que l'Europe va suivre. Donc là, je suis un peu moins paniqué sur le Je pense futur. que C'est ça l'Europe va que suivre. je pense, Justement, ouais, moi, je pense qu'il va y avoir une vague, ouais. Massi, on t'entend Pourquoi? plus. Par contre, check ton mic. Moi, je pense que, effectivement, ça va faire du bien à l'économie mondiale. Le côté Trump, je pense que tous ceux qui sont, justement assez libertariens dans l'esprit, genre plutôt anti-régulation et je pense que quand tu es entrepreneur je connais peu d'entrepreneurs qui sont très pro-régulation. La plupart du temps, quand j'ai des discussions, je vois pas un mec: «Non mais mec, on manque de régulation, on paye pas assez d'impôts» et c'est C'est comme que en l'État général, faudrait que l'État mette quelques règles en plus quand même. tu sais, le mec, c'est l'infiltré, tu sais, c'est le mec du fisc qui est là: «Je pense qu'on devrait mettre plus de régulation les mecs, vous en pensez quoi? Toi, tu payes tous tes impôts?» Tu fais comment pour bien payer tous tes impôts? Ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est en fait, tu as l'impression qu'on enfin du bon sens, tu vois? Et j'espère qu'en Europe, on va être inspiré par ça, mais quand tu vois ne serait-ce que, les réglementations que l'Europe est en train de mettre par rapport à l'IA, genre, en fait, on est en train de se tirer des balles dans le pied parce il y a des gens qui nous gouvernent qui comprennent rien. Genre, ils ont jamais dirigé une boîte, ils ont jamais été profitables de leur vie sur quoi que ce soit. Comment tu veux qu'en leur confiant des États, ils soient profitables sur des ent parce que l'entreprise la plus dure à gérer, c'est un État ou c'est un ensemble d'États. Et ouais, je comprends ta vision et donc pourquoi avoir choisi, là donc tu as parlé de la Thaïlande, tu as parlé de Bali, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans ces destinations? Bah, si tu veux, le game au début, moi, honnêtement, ce que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer, et au début, forcément, tu as pas beaucoup de thunes, va dans un pays où ton pouvoir d'achat et tu peux le multiplier par 10 juste parce que la monnaie locale est super basse et le temps des gens, c'est le coût horaire des gens en Asie est extrêmement bas. Donc ça veut dire que tous les services sont pratiquement, enfin, sont sous genre, moi, j'ai jamais touché un balai, jamais tu fais le ménage chez toi en Asie, jamais tu fais ta bouffe. Jamais tu fais ton linge. Genre, ça veut dire que du coup, tu peux être lock-in, tu peux être dans les tranchées toute la journée à bosser comme un ouf et tu vas payer, 2 € pour ta laverie, tu vas te payer, 5 € pour ta bouffe et ils te font ton cleaning, et c'est dans ton loyer. Tu vas payer, 400 balles par mois de loyer, quoi. Donc ça permet vraiment au début quand tu as pas beaucoup de revenus de vraiment tu prends tes économies, tu te fais, 3-4 mois en Asie et tu es lock-in et tu fais que de taffer et ça, Chiang Mai, c'est pas mal. Bali, il y a plus de tentation. Bali, c'est un peu plus dangereux. Bali, faut être, faut être, ouais, c'est un peu plus dangereux. Chiang Mai, si tu veux, si tu peur d'être tenté, Chiang Mai, c'est plus, boring. Il y a rien à faire après Ouais, l'hiver. Chiang Mai, il y Ouais, a rien à faire. 8:00 du mat, c'est tu te fais chier à Ouais. Chiang Mai. Donc comme ça, tu peux que bosser. Chiang Mai, tu vas y aller, qui est le cowork, on s'est Yellow, rencontré, Coworking. ah non, non, c'était rencontré, on s'est rencontré à Bah, Lyon. On était c'est Yellow. Si, si, c'est Yellow, Coworking. Très bon coworking. Ouais et d'ailleurs, ce qu'on a oublié de te dire, le podcast va finir dans quelques minutes, mais tu as un style de vie assez particulier où, tu te réveilles un peu tard et tu bosses jusqu'à, 4-5-6 heures du mat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton mode de fonctionnement? voilà, des fois, je pense juste fucked up. En gros, si tu veux, ouais, non, j'ai un rythme, en fait, si tu veux, j'ai un rythme circadien, je suis vraiment, je suis pas du matin, quoi et en gros, toute mon enfance, j'en ai chié parce que, l'école et tout, ils te forcent à te lever, à 7 heures du mat, pour rien faire, le matin de toute façon et donc j'étais mort, tous les matins et moi, je sais pas, j'ai un rythme circadien qui fait que, je fonctionne, la nuit. Mon cerveau se réveille à partir de minuit à peu près et de minuit à 4 heures, du mat, je suis genre, on fire, tu vois? Et du coup, c'est très dur d'avoir une copine, dans ce genre de situation. Genre, je pense que, ouais, être ma meuf, c'est une horreur, mais c'est mais si tu veux, ouais, si tu veux, je me réveille à midi et en général, je me réveille à midi. Là, mon rythme un peu, c'est je me réveille, gym direct, ensuite, je bouffe vers, 16 heures et après je taffe. Je rebouffe vers 10 heures et après, je taffe jusqu'à 4 heures du mat à peu près. Ça dépend de c'est soit je sors, soit je taffe, quoi. Mais tous les soirs à 4 heures du mat, ouais. En fait, tu es resté sur le fuseau horaire français en étant, Et c'est ça qui est génial, ouais, c'est que du coup, là, j'ai une partie de la team, j'ai une grosse partie de la team qui est en Europe et donc du coup, bah, eux, ils sont en mode, bah, moi, je suis levé à 6 heures du mat en Europe et du coup, c'est trop bien, quoi. Donc je suis OK. Ah, énorme. Et là, du coup, quand tu te projettes, on parlait, du fait que, voilà, il y a Trump qui arrive, ça met quand même un vent d'espoir, assez au niveau mondial, au niveau de l'économie. On va voir les conséquences en Europe, donc je pense qu'on aura un petit temps. Est-ce qu'à un moment, tu te vois retourner en Europe ou vraiment, tu vois, dans le bah, projet j'y de vie que suis. tu as actuellement, tu te dis, Alors en fait, si tu veux, là, «Let's go»? je suis moitié-moitié. En fait, là, moi, je suis,
bon, je pense honnêtement, je pense me barrer parce qu'ils me font chier quand même. Mais là, je suis résident fiscal au Portugal. Donc en fait, moi, je suis entre Lisbonne et l'Asie. En fait, l'hiver, enfin l'Europe en hiver, c'est pas ouf. Ouais. Désolé les gars, je suis trop drôle. Mais voilà. Et donc du coup, je fais plutôt en Asie ou Amérique du Sud en hiver. Et l'été, par contre, Lisbonne, c'est trop bien. Lisbonne, c'est vraiment, si vous n'êtes pas allé déjà, je vous conseille de ouf Lisbonne. Il y a une vibe un peu, c'est un peu le San Francisco européen. Il y a une vibe en ce moment qui est incroyable, la ville en croissance Les et tout. crackheads aussi ou pas Non, non, ça encore. C'est ce que sont Pas les encore. crackheads. Bah, ouais, c'est ça. Ah bah, je sais pas, on verra. J'espère pas. C'est vrai que là, c'est clair que, si tu veux, le prix de l'immobilier, il a skyrock et tout, donc entre autres, à cause de nous, à cause de connards comme moi. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un peu plus. Cela dit, ça c'est un petit État, si tu veux, c'est pas comme les États-Unis. Ça reste un petit État, ils peuvent faire des actions locales et donc je fais confiance sur le fait que et puis, bah, il y a aussi il y a plusieurs situations il y a plusieurs causes, en Californie, par exemple, le fait qui c'était un shelter state où en gros, ils envoyaient littéralement, il y a des mecs qui envoyaient par bus des des, des sans-abri et donc du coup, ça crée un énorme bordel, tu vois? En Californie, alors que là, Lisbonne, je pense que ça va être plus gérable. Cela dit, ouais, non, la ville est incroyable, il y a beaucoup d'entrepreneurs et en fait, si tu veux, ils ont un programme qui s'appelle le NHR qui en fait, tu avais pas de taxes pendant 10 ans. Donc là, j'ai pas de taxes, en fait, j'ai pas ou peu de taxes pendant 10 ans, au Portugal. C'est pour ça que je me suis mis là-bas. Mais là, j'ai bien envie de me mettre en Argentine, en fait, parce qu'ils font quand même chier, il y a quand même ça reste un peu relou comme pays, Et en Argentine, c'est quoi les conditions? en gros, le bail en Argentine, bah, déjà, moi, Milei, je suis un énorme fan de Milei. Bah, par exemple, Milei, il y avait, 300 taxes différentes. Il a fait 5 taxes maintenant. Il y a peut-être moyen qu'il en fasse encore moins. Je suis convaincu qu'il va nous sortir des programmes pour attirer les investisseurs étrangers et les entrepreneurs étrangers. Donc je pense que ça sera du même niveau que Lisbonne, où il y aura très peu de taxes, voire même zéro. Et le game pour l'instant, c'est que si tu veux, c'est un passeport qui vaut encore un peu rien. Et donc ça veut dire que si tu es résident 2 ans, tu peux avoir le passeport. Oh. Et donc du coup, je j'ai des potes qui vivent là-bas, donc moi je me suis dit: «Le bail, c'est, je me mets là-bas, j'ai même pas forcément besoin d'avoir un appart, je mets l'adresse d'un pote, je me mets résident fiscal là-bas, j'y vais 1 fois par an et du coup, 0 taxe et le passeport argentin». C'est une bonne strat, là, les Surtout que passeports. voilà, surtout que je me dis, tu vois, le passeport Le argentin. passeport est en faux, là. Bah, ouais, moi j'aime bien les collectionner, j'en ai déjà deux et je me dis l'argentin, surtout que l'argentin, il est pas mal parce que déjà aujourd'hui il vaut rien, mais moi j'ai pas mal confiance à Milei pour que l'Argentine c'est un territoire absolument incroyable. C'est un territoire où si tu veux, à l'ouest, ils ont les montagnes, donc tu peux pas te faire envahir par l'ouest. Ils sont trop au sud pour se faire envahir par les US et si tu veux, ils sont entourés d'océans. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un territoire de bâtards et surtout ce qui se passe, c'est que c'est avec le réchauffement climatique, ça fait partie des territoires qui aujourd'hui, ils ont une grosse partie de leur territoire qui est un peu inexploitable parce qu'il fait trop froid. Toute la Patagonie, et cetera, c'est trop désertique. Mais si la température monte, ça sera des territoires absolument géniaux. Et tu te dis en cas de 3e guerre mondiale, c'est aussi éloigné de tout potentiel zone de conflit, tu vois? Donc je pense que c'est un bon passeport à avoir, dans le futur. Et ouais, j'aimerais bien l'ajouter à ma collection Je de partage pas mal la vision d'Oseille TV, magnifique sur ce sujet-là. Ouais, Oseille TV? Ah attends, je crois que j'ai déjà entendu parler. tu auras le temps de regarder. Ouais, mais je pense que c'est important, ouais, ouais. Bah, il y en a plusieurs qui évoquent cette idée-là des passeports, d'avoir plusieurs passeports et je pense que pour se sécuriser, c'est une bonne chose. Mais, c'est une réflexion je pense que c'est une réflexion que tu as dans l'ordre parce que peut-être que certains nous écoutent, tu vois? Ils sont en train de commencer à faire leurs premiers 5-10 cas par mois. Je pense que la réflexion, elle est d'abord sur T'as ton de business l'argent. jusqu'à la mort et ensuite tu te poses la question 100 ouais, ouais. 100 100. Je Non, non, pense que c'est des en vrai problèmes, en vrai, le playbook, c'est tu vas en Asie, c'est tu prends tes économies, tu t'enlèves ta résidence fiscale de France, tu t'essayes bien étape numéro 1 d'enlever le Paribas maintenant. Étape numéro 2. Étape numéro 2. é é étape numéro 2, tu prends tes économies, et tu essaies d'avoir en vrai, le mieux, c'est 1 an d'économie, 6 mois. 6 mois, tu joues un peu avec le feu. Mais bon, de toute façon, en général, si tu es jeune, tu peux toujours démerder. Tu prends, genre bien 6 mois d'économie. Donc là, c'est bien d'avoir, 15 K, 20 K, tu vois? Et tu vas en Asie, tu te mets un budget de 1 K par mois en Asie. Tu vis très bien en Asie, c'est avec 1 K, voilà. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans. Je dormais, en dorm. Je dormais donc en lit, superposé dans les dorms je payais 7 balles la nuit. Heu
Tu vois, t'es là, t'es là 8 heures, tu dors, tu fais tes 8 heures et tu sors et t'es au coworking Juste space. précision, Donc, il y a donc t'as pas besoin des d'avoir. darons qui nous écoutent, faites-le pas. Vous avez d'autres responsabilités, les gars. Ouais, bon, si t'as des gars, ça va, parce qu'ils avaient 24 ans. Ils avaient 24 ans. Ouais. Le mec, il fait chier le film avec Will Smith là, à la recherche du bonheur, là, quand ouais, ouais, c'est Alors, un de ceux-là dans cette époque-là. Ouais. alors s'il y a des darons qui nous écoutent, j'ai un de mes partenaires qui a deux filles. Il a 37 ans. Il a 2 filles, une femme. Il était résident fiscal français. Lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon frère, il est passé sur notre podcast. Je sais pas si vous connaissez Martin Donadieu? C'est un podcast de maker, de indie maker. Il est passé sur un podcast et il y a un gars qui écoutait le podcast, qui l'a contacté. Il était en mode: «Ouais, vas-y, je suis trop chaud de faire des sas et tout comme vous» et du coup, on a fait un sas avec lui. Au début, on a fait un petit sas et tout et du coup, son sas, il a pas mal marché et du coup, de fil en aiguille, on lui a donné donc des sas à nous avec des partenaires. Ça marchait pas donc on a racheté les parts, on lui a vendu les parts à lui et du coup, maintenant, il a quitté son taf. Lui, il était vraiment, la définition, le mec à Paris, bosser à La Défense, genre le 9 to 5, tu vois? Genre banlieue parisienne et tout système français et ça le saoulait trop et du coup, je pense qu'il a mis quand même genre 6 mois à se revenir au niveau de fric, qui se faisait avec son salaire. Mais sauf que là, c'était sa boîte et là, maintenant, il s'expatrie en Malaisie. Donc là, on était en mode parce qu'à un moment donné, il était en mode: «Je suis en banlieue parisienne, j'ai pas des potes de ouf et un réseau de ouf à Paris. Je paye, en niveau impôt, je me fais exploser ma race. J'ai la météo est pas ouf. Heu, là, si je vais en Asie, je peux À permettre bientôt, William. de pas pareiller». William, il en a marre, hein. Ah, parce que je suis fiscalisé en France encore et c'est de pire en pire, tu vois. Genre, et là, tu vois, en fait, je suis carrément d'accord avec ça. Et c'est ce que j'expliquais aux gars, c'est que ces décisions-là, en fait, si j'étais tout seul dans ma vie et que j'avais, même aujourd'hui, si j'étais tout seul dans ma vie, c'est un move que j'aurais fait, tu vois, bien évidemment, et je l'aurais fait il y a un moment. Après, le truc qui se passe, c'est quand tu commences à avoir une femme, des enfants, la famille de ta femme, ta famille aussi, tu vois, il y a plein de choses qui t'ancrent pas mal et qui rendent. Et je viens d'acheter une baraque en plus, tu vois, donc bien. Après, je te le fais. Mais ouais, sur le papier, je suis carrément d'accord. Après, Et enfin si tu veux, lui, c'est aussi parce qu'il est dans une situation où c'est un truc où, en effet, il après voilà, c'est beaucoup les gens, lui, il est dans une position où il a pas l'impression d'avoir suffisamment de relations sociales qui sont hyper importantes, justifie, qui justifient de rester. Toi, si tu es très ancré, au niveau de tes potes et tout, c'est beaucoup ça rend le truc beaucoup plus dur. Mais là, le coup de la maison, par exemple, lui, il a aussi acheté une maison. Là, il va juste la mettre en location. Et pendant un an, parce qu'il c'est un peu son plan B, c'est, il garde la maison en location, au cas où il kiffe pas l'Asie. Bah, je lui dis: «De toute façon, tu Ça, reviendras». c'est le truc du mec qui sait pas encore expat, qu'on revienne pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est bien quand même tu as un plan B au cas où, c'est mieux. Mais donc ouais, lui, il a choisi Kuala Lumpur en Malaisie et ouais, déjà, il a fait déjà une semaine avec sa famille et tout, un peu de spotting. Il était en mode: «C'est une dinguerie», tu vois? Genre, donc ouais, tu peux vraiment avoir, une nanny il a 2 gamines, tu peux avoir 2 nannies, tu peux avoir, un cook, perso, tu peux avoir un chauffeur dédié et tout. À la fin, ça va te coûter, Ouais, 2 ça, 000 c'est balles ouf, chier, bossé c'est en pas vrai de cher ça, là-bas. tu vois? Et tu as Alors moi, ça me fait chier, Dubaï, c'est un peu plus rush. Donc c'est doit mettre un peu plus de billets, tu vois? Faut un petit peu plus. Mais bon, c'est pas il y a d'autres avantages. On va pas s'en plaindre. Ouais, ouais. yes. Messieurs, on était pas mal. J'aurais bien aimé rester une petite demi-heure de plus, mais malheureusement, le devoir nous appelle. Je dois payer des impôts. Il faut que, Faut que tu faut que je appelles personne. finance, faut que je finance cet état malade. En tout cas, c'était super intéressant, Mathias. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux rediriger les gens quelque part, peut-être, s'ils veulent acheter ton SaaS ou regarder un peu plus en détail ce que tu fais, ou est-ce que tu veux envoyer l'audience? Bah, le site de la boîte, c'est qualtier.com, c'est qualtir.com et après vous pouvez me suivre sur Twitter, Mathias Gilson et ouais, je pense c'est si vous voulez me contacter sur Twitter, mes DM sont open. Magnifique. Let's go. Merci les gars. Passez une bonne Ah journée. ouais, gros. Ciao, ciao.